va complètement changer de sujet et j'invite Pascal Glaise, qui est un chirurgien orthopédiste de Colmar, à nous parler de réinventer les arts du soin, de la technologie au philosophe, un vécu franco-chinois en chirurgie. Mesdames, Messieurs, chers maîtres, d'abord vous dire que je suis très heureux, très honoré, très fier d'être avec vous aujourd'hui et d'avoir des présidents comme Monsieur Judet et le professeur Jecques qui font partie de mes maîtres et que je remercie. Et je remercie également particulièrement Monsieur Marais pour les débats vifs qui ont amené à ma présence ici aujourd'hui, des débats vifs sur le passé et l'avenir de nos disciplines, considérant que si nous avançons dans l'hyperspécialité, c'est l'interdisciplinarité qui nous fait faire les véritables bonds en avant. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui avec ce titre particulièrement pompeux, mais je n'ai pas pu m'empêcher de le faire et je vais vous en raconter l'histoire. Alors évidemment, ce sera très superficiel, on va balayer des tas de sujets un peu genre café du commerce, mais vous comprendrez l'essence de ce qui a amené à ce travail. Donc je vais vous présenter le programme d'enseignement des séminaires de l'Institut franco-chinois des arts du soin que nous avons créé il y a maintenant 3 ans. La première question est comment a-t-on pu en arriver là avec des chirurgiens après une nuit de marche nocturne, visionnant un lever de soleil sur l'Himalaya du haut de la montagne sacrée du Tao au fin fond de la Chine et qui me disent c'est extraordinaire, à l'issue de cette semaine on a redécouvert à quel point ce métier était merveilleux. On a une autre vision, on a fait un chemin ensemble cette semaine et c'est ça les plus beaux compliments que je pense que l'on peut avoir. Et donc je vais vous balayer comment on a pu arriver à ce petit matin de la montagne sacrée du Tao. Alors l'histoire du projet est très simple, c'est la Fédération hospitalière privée française qui a des partenariats avec la Chine et qui m'a demandé il y a maintenant 5 ans d'encadrer un service franco-chinois à Pékin. Et j'ai pas pu m'empêcher après, donc je suis chirurgien orthopédiste, après l'endoscopie, les travaux pratiques, etc., de leur coller de l'humanisme, de la Renaissance, la beauté dans le geste et toutes nos grandes traditions. Ça a fini par se savoir et j'ai été contacté par l'ILEI, envoyé par M. Wang Xiaoxiong, qui n'est rien d'autre que le gouverneur du Sichuan, une région de 120 millions de personnes, avec un pouvoir absolu sur cette région. C'est un grand homme, je le pense, est devenu un ami, et il a souhaité que je contribue à la création d'un centre de formation pour les hôpitaux populaires du Sichuan, c'est-à-dire des hôpitaux où les gens lisent la bibliographie, mais il n'y a pas de technicité. C'est comment les amener à la médecine occidentale. C'est 113 hôpitaux de 4 à 8 000 lits. Donc imaginez le challenge. Donc j'ai vu les confrères là-bas et je dois avouer que tout s'est fait à l'issue de la réunion. Vous avez en toute simplicité la photo là-haut, où devant les télévisions, j'ai fait un beau discours et j'ai dit en particulier ce que je pense que nous pourrions faire un chemin culturel commun, nous amenant la technicité, mais que ce que j'avais découvert de la culture chinoise pouvait nous amener beaucoup plus loin, et peut-être qu'en faisant des hommes meilleurs, nous aurons un soin meilleur. À l'issue de ce beau discours qui était tout à fait naturel et pas calculé, j'ai été invité chez lui, nous avons bâti l'idée de cet institut, et grâce auquel j'ai eu carte blanche pour faire ce que je voulais, et je dois vous dire que c'est beaucoup plus facile quand on a carte blanche avec des gens qui ont du pouvoir lorsqu'on a un projet partagé. Donc Chengdu, c'est la dernière ville avant le plateau tibétain, c'est une ancienne région tibétaine, grande ville, la naissance du taoïsme et du bouddhisme en Chine. C'est également là où on fait les avions de chasse. Alors quel programme lorsqu'on a un programme des arts du soin à faire avec carte blanche? Comment peut-on soigner? Il faut des outils techniques pour le soin, des outils culturels, des outils physiques, des outils mentaux. Comment en faire un programme? Et là, c'est une aventure extraordinaire, celle d'avoir rencontré pendant près de 2 ans des universitaires français, les gens de l'Académie de chirurgie chinoise, des gens de l'Académie des sciences françaises, mes amis Claude Hermel Debreu, Monsieur Wang, le ministre des 5 religions, ça ne s'invente pas, des grands calligraphistes, des athlètes de Jeux olympiques, et d'avoir pioché comme ça chez tous ces gens de la culture de là-bas et d'ici, tout ce qui me semblait intéressant pour construire ce complément technique. Alors les conditions n'étaient pas difficiles du tout, on vous privative des jardins qui ont 1000 ans, les jardins de Dufu à Chengdu, vous passez 2 jours avec un des grands maîtres taoïstes, le gouverneur, des traducteurs, et vous vous promenez, vous discutez de comment on pourrait inventer le soin de demain. En bas à gauche, une salle des conseils de la montagne du Tao qui a 600 ans, le grand lama de Chengdu, etc. Je dois vous dire que c'était des semaines, tout a été filmé, c'était des journées de débat avec tous ces gens qui étaient extraordinaires.
Et en Chine, ma foi, quand on a le pouvoir et qu'on dit ce projet est bon, eh bien, 3 jours après ce fameux discours, on nous a mis à disposition un amphi de 300 places, des salles de cours, une salle de restauration, terrasse privatisée, tout le haut du bâtiment qui est là. On nous a construit une salle d'anatomie de 80 mètres carrés. Ils sont venus à l'IRCAD, ils ont pris les photos, on a refait la même chose là-bas. On a un gymnase, une salle d'exposition parce que je voulais du sport, etc. Ça fait un peu rêver quand on voit l'année qu'il faut pour avoir 2 tailles crayons et 5 gommes pour les secrétaires du service. Donc notre programme d'enseignement, c'est 1 semaine, 5 jours temps plein, du matin au soir. On passe la journée ensemble, 15 stagiaires chinois, 15 stagiaires occidentaux, français. C'est extrêmement martial. Le matin, la chirurgie, l'après-midi, la culture. C'est une vie communautaire. On a le soutien de la Sofcode, de la SFA et tout ce qu'on peut trouver là-bas comme institution et d'académie. Le programme d'enseignement, c'est la technique du cucurbitacé, c'est-à-dire une petite couche chaque jour, et puis on essaye de s'élever toujours un peu plus. Donc le premier jour, lorsque les gens arrivent, on présente le séminaire. Là, je prends la parole. Vous avez 2 ex-présidents de la SFA à droite, et je présente le côté martial de l'aventure et je sacralise la semaine. Je dis, on arrive à l'heure, on part à l'heure. Ça ne vous plaît pas, vous rentrez à la maison. Tout le monde participe, tout le monde y est content du matin au soir. Je remets des couches. Je pense que porte-maillot avec les orthopédistes, je tiens 3 minutes. Mais avec le décalage, les yeux rouges et 12 heures d'avion, les gars encaissent. Le côté exotique fait que même les Occidentaux encaissent quelque part cette sacralisation. Ceci dit, je ne fais pas une figure de style, je reprends les grands principes confucianiques du livre des rites et je leur fais simplement une traduction moderne qui est ni plus ni moins le fait que nous avons une place, dans cette place, que doit-on accepter, que doit-on exiger. Donc le côté martial qui est là, c'est le côté des règles de la cour et de l'administration chinoise traditionnelle, et je dois vous dire qu'il y a des choses clairement énoncées qui nous plaisent à nous tous, qui avons vécu le compagnonnage chirurgical. Donc, après cette entrée en matière où, bien évidemment, personne ne remonte dans l'avion, on s'est dit que pour commencer, quand on parle de soins, il faut où sommes-nous dans l'histoire des soins. Donc, on fait une petite introduction sur l'histoire des soins en Occident. Donc, on présente pour l'orthopédie, c'est des orthopédistes pour l'instant qu'on a là-bas, les biotechnologies, l'hydroxyapatite, la bioanatomie, etc. Ça passionne les Chinois, les nôtres connaissent la chose. Et puis tout d'un coup, vous avez la doyenne de la faculté de médecine traditionnelle qui arrive et qui, après un grand silence, vous dit « L'homme, c'est comme les feuilles de l'arbre, ça suit les saisons ». Donc là, les Chinois en ont rien à faire. Et les Français se disent « Bon, ben, c'est rigolo, voilà, ça devient exotique, pas vraiment d'intérêt ». Et puis au fil de la discussion, alors tous ces contenus ont été travaillés avec chaque intervenant, évidemment. On découvre que c'est une médecine empirique, il n'y a pas de sacré, il n'y a pas de magique là-dedans. C'est une médecine du quotidien, pratique, partageable par tous, elle est collective, il y a des tas de techniques, elle est variée, ce n'est pas que l'acupuncture, mais c'est avant tout une culture sociale, une culture liée au taoïsme, aux grands équilibres, à la pensée, à l'énergie. C'est une culture de l'éducation, de la prévention et du partage, toutes choses dont on sait qu'elles limitent l'évolution de notre médecine technologique occidentale. La prévention, la non-prévention fait qu'on peut investir tous les milliards qu'on veut, on n'ira pas tellement plus loin. Eux, c'est intégré dans leur vie du quotidien. Donc ça surprend un petit peu, ma foi, c'est la première journée, ils vont dormir, et le lendemain, 7h15, petit déjeuner commun, on attaque la chirurgie, tous les matins, c'est chirurgie. Donc là également, j'ai beaucoup travaillé à l'IRCAD à Strasbourg, c'est 1 OP par jour, et chaque jour, on révise les opérations des jours d'avant. Donc cette opération-là, on va jusqu'au bout du bout. C'est 2 groupes de 15, 7 Chinois, 7 Français, dans le laboratoire d'anatomie pour 2h30 et dans le laboratoire, dans la salle de cours pour 2h30. On prend l'opération, on va jusqu'au bout de l'anatomie, de la radiologie, de l'examen clinique. On prépare des vidéos opératoires très pratiques, mais on amène tous un petit panel de vidéos complémentaires. Et je vous assure qu'être à 15 dans une salle pendant 2h30 sur une OP, on peut échanger, on peut discuter, on peut sortir des cas. C'est vraiment extrêmement riche. Au bout de 2h30, les groupes permutent et on a 2h30 de travail sur cadavre. On essaye d'être au meilleur standard possible. 3 chirurgiens par table et un instructeur, ça représente au moins 45 minutes avec l'arthroscope à la main. C'est le maximum d'acceptable sur une journée. Là, pareil, on fait l'opération du jour plus les révisions. On les met en situation, on chronomètre les temps sur les 4 points diagnostiques de la gléno-humérale, etc. Donc on fait de notre mieux, et je ne vais pas aller dans les détails chirurgicaux, puisqu'il y a tellement de choses à dire en dehors, mais en tout cas, sachez qu'on bétonne à fond la partie chirurgicale. J'adore cette photo.
Vous avez un jeune chirurgien français stagiaire, vous avez 3 chirurgiens chinois. Le beau de cette photo, c'est que tout le monde communique, on le sent bien. Le seul problème, c'est que personne ne parle anglais dans les stagiaires chinois, et lui ne parle pas un mot de mandarin. Et voyez ce compagnonnage, quand on filme ces tableaux de travail, tout le monde s'échange et ça passe, alors qu'aucun mot n'est échangé ni traduit. Donc une fois qu'on a fait la technique chirurgicale au J2, on s'est dit qu'il fallait quelle est la dimension donnée à l'exercice de chacun. Donc on a voulu amener ça au niveau des déontologies. Pourquoi ? Parce que la déontologie occidentale et asiatique est strictement identique. Et là, c'est monsieur le gouverneur qui vient nous faire un cours qu'il a fait à l'ONU sur la gestion des équipes et des projets, le taoïsme et la gestion des équipes et des projets, comment les contraires peuvent se compléter et comment les déontologies chinoises relèvent des mêmes règles humanistes que les déontologies occidentales. Ensuite, je fais un topo que j'aime beaucoup, où je compare avec des petites gommettes bleues quand c'est la même chose qu'eux et les petites gommettes rouges quand c'est différent, les sagesses liées aux soins dans l'histoire de nos civilisations. Nous, on a des dieux, ils n'ont pas de dieux, ils ont la nature. Le temps, chez les Asiatiques, s'empile et se construit. Chez nous, il se substitue. Donc, je pointe un petit peu ces différentes choses-là pour amener des interrogations différentes un peu aux chirurgiens. Ensuite, Antoine Vial nous a fait l'honneur de venir, c'est un des grands experts de santé publique, un des ex-grands noms de l'HAS, pour parler des dérives du soin. Alors là, les Chinois s'endorment parce que pour eux, c'est naturel. Nous, on parle des dérives des établissements, des praticiens, de l'argent, tout ce qu'il ne faut pas faire. Et eux disent, mais les lois de la nature, c'est pas la grande harmonie, c'est que le tigre mange la gazelle, et puis c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc, vos dérives à vous, c'est petit pays, petite dérive. Nous, c'est grand pays, grande dérive. Pour en arriver à cette dia qui est importante, c'est le fruit de mois de travail, la synthèse des chemins des deux, et peut-être la complémentarité, ce qui est mon credo, des deux médecines, sur 6 points. La médecine asiatique est une médecine collective, nous sommes dans une médecine individuelle. Leur médecine, leurs soins sont basés sur une philosophie partagée, alors que nous avons des fondements religieux qui sont ajoutés aux soins. La médecine, le soin chinois est indissociable de la nature, nous, elle se coupe de la nature. Le soin chinois est basé sur un partage médical culturel à bas niveau de technologie et de connaissances. Nous avons créé le pouvoir médical par la connaissance technologique qui nous a coupé quelque part du peuple, peut-être à notre corps défendant aussi. Ensuite, en Chine, les connaissances se transmettent alors que chez nous, elles se substituent. Nous sommes donc face à une médecine préventive naturelle alors que nous travaillons dans une médecine curative de haute technologie. L'un dans l'autre, il n'y a strictement aucune opposition. C'est le principe du Tao. Ils se complètent et s'harmonisent. Et pourquoi cette dia ? Parce que je pense que les clés de notre médecine de demain, c'est de pouvoir intégrer ces deux choses-là. Et quand on voit là-bas les centres de guérison des maladies futures où 6 mois avant, ils savent que les astres sont comme ça, alors ils vont se faire injecter des bidules pour pas être malade l'année d'après, ça nous semble extraordinaire comme démarche de prévention. Ensuite, on arrive au 2e jour, au matin du 3e jour, donc à nouveau 5 heures de chirurgie. Et puis l'après-midi, les jeux. Les traditions confucianiques, les arts martiaux, fléchettes, jonglage, musique, machin. C'est pas du jeu du tout. C'est qu'en Chine, comme dans les arts martiaux, tout vient de la tête et arrive à la main. Contrairement à nous, on agite les bras, on regarde si le corps tient, et puis le cœur tient, et on se dit on fait du sport. Eux, ils conscientisent tout, ils sacralisent tout. Et puis, il ne faut pas oublier que du temps de Confucius, celui qui ne chantait pas bien avant le Conseil des ministres était exclu du Conseil des ministres, parce qu'il n'aurait pas une bonne tonalité. C'est assez intéressant. Donc, ce n'est pas des jeux du tout, puisqu'on travaille. Alors, on a des exercices de jonglage, de musique, du lancer de fléchettes, et on fait des découvertes extraordinaires. C'est que le lancer de fléchettes, lorsqu'il y a du bruit et que les gens bougent autour, on n'arrive plus à mettre les fléchettes. Et là, vous avez des collègues qui disent, c'est vrai, quand il y a du bruit dans la salle, ça me perturbe. C'est quand même des choses évidentes. Ça pose également la question du respect des conditions de travail du chirurgien et de notre conscientisation de la maîtrise qu'on doit avoir dans notre outil de travail. Donc ces petits jeux ne sont pas anodins du tout. Ils permettent de se poser des questions sur notre quotidien. Ensuite, la calligraphie, c'est un des grands moments du séminaire. On a c'est un des grands artistes calligraphistes. Il tient une petite boîte de 80 000 personnes dans le bâtiment en Chine. Il expose à l'exposition universelle. Il nous a parlé de la réalisation technique de la calligraphie, mais aussi du bien-être lié à la calligraphie. Et ça, c'est très intéressant. Alors, je vous montre juste voilà le calligraphiste qui était à l'exposition de Shanghai et qui nous explique qu'il parle avec Dieu lorsqu'il est là-dedans. Il est concentré, il faut que personne ne bouge autour. Regardez la beauté du mouvement. Je peux vous dire qu'avec un pinceau comme ça, vous faites un trait de 1 mm ou un pâté de 2 cm. Vous voyez la distance du coude.
et on a mesuré, il n'a pas 3 mm d'écart entre le haut et le bas de la ligne, juste à la visée comme ça. Donc ça c'était beau, mais surtout après on a fait travaux pratiques. Et ça c'était un moment très fort. Ça aurait dû durer 1 heure, ça a duré 3h30, on a dû les arracher tellement tout le monde. Alors on avait tous nos petits ateliers et les choses comme ça. Et l'orateur nous a expliqué qu'il y avait à la fois les outils techniques, la maîtrise de l'équilibre, savoir respirer, se tenir bien, la gestion du bassin, la respiration, mais surtout aimer son geste, le conceptualiser, aller au bout du geste, au moment où on le commence, on sait où on va le finir, être fier de ce geste. Et il nous a dit cette phrase, mais qui est sûrement un lieu-dit, laisser le geste refléter l'âme de l'instant. Il n'y a que dans un texte de Delacroix où il explique comment il conceptualise le tableau, qu'on peut remplacer pinceau par bistouri et retrouver la beauté du descriptif que ce gars nous a fait. Il n'empêche que, lorsqu'il dit que par la calligraphie, il se sent mieux avant ou après des réunions ou des choses sous tension, et qu'on réalise tous à quel point parfois en fin d'intervention, on se sent bien et apaisé parce qu'on était dans le geste, alors que le lendemain, tout est souffrance, y compris le geste. Quand on fait la calligraphie et qu'on se la fait expliquer comme ça, on réalise que si on est capable de maîtriser la conceptualisation du geste, on peut profiter beaucoup plus de l'intervention. Et je dois vous dire qu'on a fait une petite enquête auprès des chirurgiens qui ont eu cette séance. Quand ça ne va pas au bloc, ils se calment, ils rentrent dans leur mouvement et disent « et je me sens mieux après ». Et je pense qu'on l'a tous vécu. Donc ça, c'était un des grands moments. Ensuite, c'est fin de journée, tout le monde est fatigué, donc tous les jours, on a une demi-heure, 3/4 d'heure d'arts martiaux. L'idée, c'est la découverte, la maîtrise du corps. On est obligé d'avouer qu'on a besoin d'un corps pour opérer, et on a essayé de trouver des exercices qui sont utiles à nous chirurgiens. Donc ne rigolez pas, c'est une démonstration kung-fu, mais quand le gars vous fait un saut périlleux arrière sans élan et que vous êtes orthopédiste et que vous aimez la biomécanique, vous vous demandez bien comment il trouve l'énergie. C'est totalement extraordinaire de l'avoir face à vous. Vous ne voyez pas un muscle bandé avant le saut arrière. Donc en bas, vous voyez le professeur Pinelli de Marseille en train de s'essayer au kung-fu. N'ayez crainte, c'était juste pour rire en fin de journée, et c'était pas là que ça s'est joué. Par contre, on a cherché des exercices qui peuvent nous être utiles à nous chirurgiens. Alors vous avez le kung-fu. Kung-fu, c'est un art martial assez agressif, c'est violent. Pour nous, ce qui est intéressant, c'est le tai chi, qui sont ni plus ni moins que la reproduction de mouvements animaliers, et le qigong, qui sont des exercices d'étirement. Je dois vous dire que je fais 5 minutes 3 fois par semaine le matin avant d'aller au bloc d'étirement. J'ai plus mal à la nuque après prothèse d'épaule, j'ai moins mal au dos. Je sais pas ce que je fais, mais c'est efficace. Et puis il faut voir que, alors là par exemple on travaille le bassin et la respiration, parce qu'en calligraphie on sait que si le bassin bascule, on est moins précis, et qu'on se fatigue plus, on respire moins bien et ça met sous stress. Alors c'est extraordinaire le tai chi ou le qigong, parce que vous faites un mouvement, vous dites je suis le premier homme au sommet de la première montagne qui regarde le soleil, c'est beau, c'est l'avenir de l'humanité, parce que le mouvement est beau, puis là on vous explique, ça c'est bon pour la constipation. Vous voyez, il n'y a pas de sacralisation, il n'y a pas de symbole, c'est purement la reproduction du mouvement animalier dans l'aide que l'homme peut avoir d'utiliser son corps. Là on travaille le bassin et les changements de jambes et la prévention des phlébites. Ensuite, rematinée opératoire, on arrive au matin du 4e jour. Et après la chirurgie, on a décidé de comment essayer d'aller plus loin. Pour aller plus loin, il faut aller dans la tête et donner d'autres outils. Ça, c'est quelque chose demandé par nos amis chinois, parce que le confucianisme fait qu'on se tait, on écrit, on ne pose pas de questions. Et c'est un des grands malheurs de l'enseignement là-bas, c'est l'interaction. Donc on a essayé de travailler sur l'interaction, l'interdisciplinarité, l'échange actif. Et qui de mieux que Léonard de Vinci peut nous expliquer que ce qu'est la connaissance partagée, le mouvement, la gestion des 3 dimensions, etc. Et là, j'ai repassé un topo que je fais souvent en chirurgie orthopédique, c'est-à-dire la réintroduction, la dynamique occidentale dans le mouvement et dans l'apprentissage, et le passage de la 2e à la 3e dimension et au mouvement et à la fonction pendant et après la Renaissance, et l'illustration totale de ce que nous avons pu créer ces derniers siècles. Voilà des séances, des choses d'anatomie, des dissections anatomiques analysées par Dominique Le Naine qui montrent que Léonard a menti lorsqu'il a dessiné l'anatomie est bonne, mais il a inventé le mouvement lorsqu'il a reproduit ses dissections. Donc le mouvement est la clé de l'Occident, le mouvement, l'interaction et le partage. Et ça, c'est ce qu'on montre à nos amis chinois. Bon, j'ai pas pu m'empêcher, ça c'est un travail avec Dominique Le Naine, la Vierge à Sainte-Anne, en fait c'est le même bassin et c'est la même femme qui bouge, et on pense que Léonard, qui était un grand taquin, a travaillé là-dessus, donc j'ai passé une nuit blanche à bricoler le schéma. Mais c'est aussi lorsqu'on nous explique, lorsque Léonard dit que lorsqu'on veut comprendre un organe ou une articulation, il faut au moins 5 dessins, une journée de réflexion. J'ai repris tous les dessins d'épaule de Léonard, je les ai mis ensemble. On a le balancement naturel de la scapulo-humérale. Donc c'est extraordinaire comment on peut créer dans sa tête.
le mouvement. Donc, en résumé de cette partie, on essaie d'expliquer la différence entre la technique et l'art. Oui, je vais accélérer, on arrive à la fin. La technique, c'est le dessin de Vitruve, c'est moche. L'art, c'est Léonard de Vinci. Donc, les outils mentaux du soin, on a fait venir la place du patient. Christopher Shepard a écrit un beau livre sur le vécu du patient pour découvrir que le patient a une vie et qu'on peut l'utiliser de manière plus sereine, importante avec nous. On fait beaucoup de neurosciences pour parler du paléocerveau, qui est le ressenti profond de la relation soignante. Pour expliquer que les millions d'années pour créer notre cerveau cortical par la neuroplasticité, travailler, apprendre, réfléchir, reviennent très vite en arrière. On arrive aux soins, à l'éthique du soin prodigué. Si c'était un proche, ferions-nous pareil? Mais on parle aussi, on a un grand débat sur le soin reçu, c'est-à-dire la reconnaissance que nous pouvons avoir de donner ce soin. Un protocole, c'est la fin, ça signe la fin ou... Donc, un protocole ne remplacera jamais... Bon, je suis quasiment à la fin, donc je vais aller très vite à la dernière dia pour qu'on puisse discuter. Et à 4 heures du matin, on prend la lampe et on va regarder le lever de soleil sur l'Himalaya. C'est donc la dia initiale. Et là, je vous assure, c'est un moment particulier. Et ça se finit au réfectoire des moines. Donc, une dia d'analyse et de réflexion. Nous n'avons rien fait d'autre que de trouver les moyens de formaliser et d'utiliser la culture chinoise pour essayer de passer des messages forts qui ne sont rien d'autre que de donner au praticien les outils dont il a besoin et donc la vraie dimension de son exercice. On l'a fait avec des orthopédistes qui me faisaient confiance, ça marche pour toutes les disciplines. On crée ce diplôme, sachant que, et je clôturerai là-dessus, je voudrais revenir à mon maître, le professeur Schwinn. Il n'est jamais allé en Chine, il ne s'est jamais spécialement intéressé à ça. Pourtant, tout ce que je viens de vous montrer, je l'ai appris avec lui, et je pense qu'on n'a pas besoin d'aller là-bas, mais c'était un outil pour formaliser cet enseignement. Et j'ai pris cette dia parce qu'à sa main droite, il y a lorsqu'il disait toujours « Tzack, genau ». La chirurgie, c'est ça. Ça veut dire voilà, tac, c'est parfait. Si on a ça, le reste vient tout seul. Je vous remercie et je suis désolé pour ce retard. On vous remercie pour cet exposé très original et documenté, une très belle iconographie, mais je crois qu'on n'aura malheureusement pas le temps de discuter, sauf s'il y a vraiment une question brûlante. Ça ne semble pas être le cas, et donc merci beaucoup pour... Marc Barthé. Une question de mental dans une discipline émergente, puisque nous, les endoscopistes, n'ont pas le mental qu'ont les chirurgiens. Et moi, j'observe avec les jeunes endoscopistes qui s'y mettent, quand ils doivent prendre une décision, qui sont le dernier rempart, qui doivent se débrouiller tout seuls, ils n'ont pas le mental qu'a un chirurgien au cours dans une intervention, où c'est déjà à l'avance qu'il va là, il va être le seul, il faut qu'il se débrouille. Et je pense que vos techniques de réflexion, de retour sur soi et de contrôle de soi sont extrêmement importantes pour justement aider à la formation de ces jeunes endoscopistes qui veulent faire l'endoscopie chirurgicale et qui mettent les pieds dans un mental dont ils ne disposent pas et pour lesquels ils n'ont pas été formés. Donc est-ce qu'il y a quelque chose à faire Oui. Là, je ne voulais pas montrer, on a les commandos de l'armée chinoise qui nous apprennent la maîtrise de soi en urgence et l'endurance, ça c'est la marche. Un chirurgien, il ne faut pas l'oublier, c'est un guerrier. Un guerrier, lorsqu'il a un geste, la tête est vide. Schwinn disait, on pense pas, on n'est pas la Sorbonne, on croit pas, on n'est pas Lourdes. Pourtant, c'était un type sensible. Mais dans l'action, c'est la technique chinoise. Ça vient de là-dedans, et plus rien d'autre n'existe que le geste. Et c'est là-dedans qu'on se réalise. Et ça, c'est des années, c'est des milliers d'heures de compagnonnage pour en arriver là. Dernière question, Philippe Marc. C'est pas une question, c'est pour vous rassurer, Pascal Glaise fait partie de la section humanitaire, on aura sûrement l'occasion de reparler de tout ça. Très bien, merci beaucoup.